Haïté Bernard, bonjour. Bonjour Anne-Claire. Je viens chez toi, dans ta maison, à côté de ton atelier, pour t'interviewer. Mm. J'aime bien faire des interviews d'artistes. Là, il y a une très belle lumière sur ton visage, donc je profite. On est dans l'Aude, juste à côté de la rivière, l'Aude. Mm. Et t'étais pas là avant, t'étais dans l'Hérault. Ouais. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi t'es venue jusqu'à l'Aude? Ah, j'ai remonté la rivière, j'ai remonté le fleuve parce qu'il va jusqu'à la mer, à côté de Narbonne, où j'habitais avant. Et j'avais envie d'un endroit plus sauvage. J'étais dans la plaine de Béziers, au milieu des vignes. Par rapport au travail que je fais à partir des plantes, ça me semblait vraiment important de reconnecter encore plus avec la nature. C'est des endroits que j'ai habités déjà quand mes enfants étaient petits, puis on est allé vers les villes quand ils ont été ados. Et là, ils sont grands, ils sont partis, mes trois. Et du coup, j'ai la possibilité de rechoisir le lieu où je vais, loin des études, des lycées ou je ne sais quoi. Ok, alors je vais te présenter Haïdé et je vais dire aussi pourquoi je t'interviewe. Tu es une artiste qui travaille sur le papier, tu crées ton propre média, tu crées le papier et avec ce papier tu crées à la fois des œuvres en 2 et en 3 dimensions avec c'est presque des sculptures sur papier, on peut dire ça. Ouais, comme des sculptures. C'est des œuvres très évanescentes. Moi, j'ai adoré ce travail que j'ai vu en réel, parce que j'avais vu beaucoup en vidéo et en photo avant, mais j'ai vu ton travail pour de vrai, comme on dit, à Magri. Et j'ai vraiment été très, très, très touchée par, je dirais, l'évanescence, c'est-à-dire quelque chose qui moi me touche énormément parce que j'adore les haïkus par exemple et ce côté complètement présent et à la fois présent et dans l'invisible en même temps. C'est-à-dire on est là et ailleurs en même temps grâce à tes œuvres et c'est comme je dirais que je t'écrirais. Alors là il y en a une petite juste au-dessus, on va la filmer. Voilà, il y a une petite. Je peux l'allumer si tu veux. Ouais, on peut l'allumer pour voir. Une petite table, je peux me rapprocher. Voilà, ouais. Voilà, une création avec du papier. En fait, tu fabriques. Donc, je vais m'approcher. C'est vraiment des dentelles en fait, de nervures de feuilles que j'extrais avec la technique chinoise de fabrication du papier. Et du coup, je récupère que les nervures qui sont de la fibre de cellulose. Et la fibre de cellulose, naturellement, dans l'eau, se lie. Les fibres se lient entre elles sans qu'on ait besoin de rajouter d'autres colles ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment une histoire de lien de la structure du végétal. Donc c'est vrai qu'il y a plein de choses. Moi, je vibre complètement à cette matière-là, donc je ne sais pas dans quel sens je parle. Mais il y a l'âme qui me vient, parce qu'il y a l'âme, d'ailleurs une corde, on dit l'âme de la corde, les fibres. Et c'est vraiment ce qui est ténu à l'intérieur, ce qui est fin et qui va en même temps tenir la plante et lui permettre de développer sa chair, sa peau, qui sont plus des endroits de contact. Mais là, on est sur ce qu'il a construit dans son intérieur, un peu comme nous, nos os, quoi, notre structure. Ouais. Et donc, naturellement, ça se relie. Donc ça, c'est la magie du papier grâce à l'eau. Et puis, quand l'eau disparaît, le lien est fait. Ouais, voilà. Et du coup, on peut reconnaître les fibres, les feuilles. Moi, je les reconnais, je peux dire. Là, il y a du mycocoulier. Du mycocoulier. Ouais, ici, tu vois, on la voit, la belle feuille mycocoulier. Là, ça, c'est du yucca, cette longue fibre. Ça, c'est du hêtre, ici. Waouh, on voit la feuille. Ouais. Là, il y a un peu de yucca au curcuma. Ouais, je pense que hêtre, mycocoulier et yucca. Et peut-être il y a un peu... Non, ça, c'est encore du mycocoulier, un petit bout. Oui, c'est peut-être ça, d'ailleurs, qui m'a touchée, sans que je le sache maintenant que tu l'expliques, là, que ce soit l'âme des végétaux. C'est un peu comme ça, enfin, l'impression que ça donne quand on voit tes œuvres, c'est que c'est à la fois complètement poétique, évanescent, et en même temps totalement présent. C'est un peu comme dans les haïkus, ce que j'aime, c'est que c'est à la fois le particulier et l'universel. C'est-à-dire que le plus tu racontes toi, le plus tu parles à tous. Et j'avais senti ça. Est-ce que tu te souviens des titres des œuvres qui étaient exposées à Magri? Est-ce que tu peux nous en parler un peu ou...
Ouais, il y avait, il y avait Traverser la surface, les grands disques que j'avais mis en l'air, là, qui flottaient comme ça. J'en avais mis 4-5. Ah oui, c'était dans une très belle salle aussi. Oui, une c'était belle une salle remise, avec des poutres. ouais, avec beaucoup déjà de caractère. Enfin, moi j'aime bien ce genre de lieu. Ça donne, comme tu disais, que les œuvres pas encadrées, mais là c'est un super cadre. Et c'est pas un cadre très propre, mais justement ça va bien avec la pierre, avec les vieilles poutres. Ouais. Et il y avait Parole de l'eau. Non, pas Parole de l'eau. Et tu avais écrit des mots aussi sur ces œuvres, Oui, des tout petits mots. Oui, j'ai une technique de filigrane que je fais au jet d'eau sur les pulpes encore fraîches, et donc ils vont sillonner entre la pulpe et laisser un peu moins de matière à cet endroit-là. Et du coup, par transparence, en fait, on peut arriver à relire ce qui est écrit. Ça, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps. J'ai pas tout le temps fait. Au départ, je faisais vraiment des papiers comme cette lampe, sans écriture, et ça me plaisait de faire du papier qui soit pas un support d'écriture, justement. Et puis à un moment donné, il y a eu des événements dans ma vie qui m'ont fait... Je savais déjà qu'on pouvait faire des filigranes au jet d'eau. C'est des techniques japonaises. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, filigrane au jet d'eau? Ça veut dire... Le terme anglais, c'est watermark, pour dire filigrane, en fait. Et donc, c'est pas un fil qui va faire qu'il y a moins de matière qui se dépose dans le cadre. C'est vraiment le jet d'eau qui va venir... tracer creuser la pulpe, ouais. Donc ça fait en fait comme une sculpture, de matière, quoi. Un bas-relief. C'est presque imperceptible au toucher. Mais par contre, par transparence, ça se voit, parce que les papiers que je fais sont super fins, et puis on va plutôt au toucher, on va plus sentir les fibres un peu plus longues que les autres. Ouais. Tu imprimes le mot, la forme du mot, en fait. Je la trace. Tu la traces. Je la trace avec de l'eau pulvérisée. D'accord. Ouais. Je vois beaucoup bouger tes mains, et je me dis c'est une immense sensualité aussi. C'est une grande sensualité, la création de tes œuvres. Et comment tu as découvert la création du papier? À quel endroit? À quel moment de ta vie tu as découvert qu'on pouvait créer du papier avec des feuilles? C'est une bonne question. Je suis tombée amoureuse quand j'ai découvert ça, parce que j'aimais beaucoup le végétal. J'avais un grand jardin. C'est quand mes enfants étaient petits. Je vivais au bout d'un chemin. On refaisait notre maison. On avait une vie un petit peu, je sais pas, hippie. Ou enfin, en tout cas, on avait envie de retourner sur les bases, en fait. Ou comment on se loge, comment on se nourrit, comment on s'éclaire. L'eau, c'était la source. Il y avait une rivière. Et donc j'avais ce grand jardin, les enfants petits, mon fils avait peut-être 1 an, le dernier, et il y avait une nana aussi qui était là et qui m'avait branchée, qui avait ses enfants petits aussi, qui arrivaient, elle, d'un grand voyage en camion, et qui s'était posée dans le même village, tout petit village où il y avait nos enfants à l'école. Et du coup, on voulait faire des ateliers pour enfants. Donc elle m'a motivée pour faire des ateliers pour enfants, plutôt que de faire chacun pour les nôtres dans notre coin. On a ouvert des ateliers pour enfants. Et là, j'allais à la médiathèque pour lire des petits bouquins, pour trouver des trucs. J'avais pas envie de faire que du dessin, de la peinture, des choses classiques. Moi, j'ai été formée aux Beaux-Arts de Montpellier. Donc, il y avait des choses que je savais faire, mais c'était pas ce qui m'intéressait. Et un jour, j'ai lu cette petite recette dans un bouquin de loisirs créatifs. On peut faire ces papiers avec les plantes du potager. Donc, moi, le grand jardin, j'étais dans cet environnement naturel tellement fort, tellement riche de la forêt, j'étais en connexion complète avec ça. J'ai dit, en plus, si on peut créer avec cette matière-là, qui n'a pas besoin de rajouter de choses, ça correspondait à plein d'élan en moi qui me disaient, ah oui, cette matière-là, oui, elle vaut vraiment le coup de se consacrer à elle, quoi. Et puis ça dure, voilà, je sais pas depuis combien de temps. Mon fils a 19 ans, donc ça doit faire à peu près 18 ans. Waouh. Ça a démarré par des expérimentations, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font du papier à partir des plantes. Et culturellement, nous, on ne fait pas le papier à partir des plantes. C'est vraiment en Asie que ça se fait. Nous, on fait le papier à partir des recyclages de chiffon ou du bois, après, finalement. Donc, on a peu de connaissances, finalement, des plantes à papier locales. Et puis, bon, moi, en plus, même quand je vais en Asie, je suis toujours en train de découvrir des plantes à papier que ne connaissent pas, parce qu'ils se sont arrêtés sur un certain nombre de fibres qui ont des bonnes qualités de support, de support d'aquarelle, ou même de soji, les fenêtres japonaises qui se ferment. J'ai eu la chance d'aller au Japon
2018 et 2019. Oui, tu as exposé là-bas ou c'était parti c'était l'origine du voyage au Japon, c'était d'aller exposer tes œuvres là-bas ou c'était... Non, au début, c'était vraiment aller dire merci au maître papetier japonais. J'avais quelques amis qui étaient allés, des amis papetiers, André du Moulin à Papier de Broussé-Villaret et puis un autre ami papetier qui est plus dans le centre de la France, Padeloup, Bruno Padeloup et sa femme. J'ai oublié son prénom, désolée pour elle. Et donc ils étaient allés au Japon et je me suis dit je vais aller dire, j'avais un peu de temps, un petit peu d'argent et j'avais quelques contacts aussi avec des créateurs papier, notamment un artiste papier qui était d'accord pour me recevoir chez lui. Et donc je suis partie comme ça et tout de suite c'est vrai j'ai créé, on s'est bien entendu avec Tsugo Yanai, cet artiste papier. Qui a un travail très très impressionnant. Il a 20 ans de plus que moi, il a toujours travaillé le papier, les profs aux Beaux-Arts enfin il était, parce qu'il est à la retraite maintenant, prof aux Beaux-Arts de Tokyo, de papier, donc c'est vraiment une matière là-bas qui est reconnue comme matière artistique depuis très longtemps. Et oui, on s'est vraiment bien entendu. Donc il y a eu une expo, il est venu en France exposer suite au fait que je sois allée chez lui. Avec toi ? Ouais, avec moi, en Alsace, dans une usine à papier qui est autour d'une espèce d'abbaye, l'abbaye d'Alspar. Et ouais, c'est très étonnant, c'est un lieu dédié aux expos papier. Ok. Ouais, ils ont une expo, je crois, par an, à peu près, ou une ou deux peut-être. Ouais, et c'est vraiment... c'était super de pouvoir le faire venir, d'exposer avec lui en France. Et après, on a exposé à Tokyo, donc ça a été reporté à cause du Covid en mars dernier. Mais entre-temps, moi, j'étais aussi allée visiter un village papetier au Japon, où j'avais traîné comme ça un peu mes baskets d'atelier en atelier, 50 papetiers dans un petit village, un peu comme une coopérative. Il s'appelle comment ce village ? Echizen. Ah, mais c'est là aussi où il y a la déesse du papier. C'est ça. Et j'ai rencontré la déesse du papier. Et en fait, ils m'ont... Donc, j'ai traîné un peu comme ça. J'avais l'impression qu'il ne s'était pas passé grand-chose. Moi, j'avais les yeux qui pétillaient de le regarder, tout ça. Et en fait, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit on veut que vous veniez en résidence chez nous pour créer pour les 1300 ans de l'anniversaire de la déesse du papier. Je dis ah waouh. Je suis curieuse, raconte-nous un peu l'histoire de cette déesse du papier. La déesse du papier, l'histoire elle n'est pas très longue en fait. Elle habite dans la rivière, à la source plutôt, en haut de la montagne. Donc, c'est là qu'ils ont fait son sanctuaire. Et puis, un jour, donc vers l'an 600, parce que c'est là que le papier est arrivé de Chine au Japon. Mais dans l'histoire, c'est la déesse qui a apporté, pas les Chinois. Elle leur aurait révélé le secret de fabrication du papier parce qu'elle trouvait qu'ils avaient trop peu de terre ici pour cultiver le riz et qu'il leur fallait autre chose. Et du coup, juste elle a révélé le secret à ces gens des Shizen et du coup ils ont fait un village papetier et leur papier il est réputé mondialement. Moi-même j'ai entendu parler de ça, mais je sais plus dans quelles circonstances. Peut-être. Oui, il était il faisait tout c'est un papier très réputé. Mais après là-bas il y a 50 artisans papetiers ou artistes d'ailleurs. Il y en a qui font vraiment du papier presque en usine, mais de très bonne qualité. Puis des artisans qui font des choses très spécifiques, par exemple pour les papiers, les documents officiels et tout ça. Il faut que ça soit sur des papiers très beaux, souvent avec des filigranes aussi. Et c'est là-bas où tu as appris cette technique de filigrane ou tu la connaissais déjà ? Non, je la connaissais déjà. Là-bas, j'ai conforter mes savoir-faire en fait. Et il y a des choses que j'avais un petit peu ouvertes et qui se sont ouvertes en grand, notamment le travail avec l'eau, effectivement. Le travail avec l'eau est très important au Japon et moi mon atelier avant il était dans un grenier, donc au niveau de l'eau j'étais quand même un peu limitée. C'est pour ça que là dans l'atelier, j'ai choisi cet atelier au bord de l'eau parce que j'ai vraiment envie de travailler avec l'eau et un atelier de plein pied où je peux vraiment mettre de l'eau partout, utiliser les jets d'eau et il y a vraiment cette rencontre, non seulement avec les végétaux, mais avec en fait, l'eau, elle est lien, en fait. C'est elle qui dialogue entre moi et le végétal. C'est la quantité d'eau ou la qualité de l'eau qui joue aussi quand tu la mélanges aux fibres et à la cellulose ? Ça peut jouer, ça, la quantité et la qualité. Mais bon, on peut travailler avec toutes sortes d'eau quand même. Là-bas, ils aiment travailler avec des eaux plutôt silicieuses qui sont peu chargées en minéraux. Ils aiment travailler dans le froid. Les vrais papetiers, ils travaillent en dessous de 14 degrés, voire ils mettent leurs ateliers très froids. Bon, moi, je suis pas tout... je suis très admirative de leur technique, mais
j'ai un petit peu fait des ateliers là-bas, mais c'est des techniques qui demandent de renouveler les gestes pendant peut-être 1 an ou 2 ans avant de vraiment les intégrer dans le corps. Et donc j'ai pas fait du tout ce travail-là, et j'ai plutôt une recherche créative. J'aime beaucoup m'amuser et puis connecter avec les végétaux aussi à travers ma pratique, plus que de vouloir aller... eux, les Japonais, ils prennent une pratique particulière, ils la développent parfaitement bien, quoi. Ils sont excellents pour épurer comme ça un geste. Quand tu parles de ça, ça me fait penser à des paroles de Lao Tzu, avec le prince qui interroge un boucher sur la précision du geste et il lui demande comment tu connais tous les os et comment tu peux faire un geste aussi précis, et il lui répond par habitude, mais parce que j'ai fait le geste tellement de fois. Voilà. Et c'est vrai que moi j'aime bien ça aussi, ce côté asiatique de faire et refaire les mêmes gestes jusqu'à ce qu'on trouve notre propre geste parfait, non? Est-ce que toi tu penses que tu as atteint un geste parfait dans la création de tes œuvres papier, dans la création du papier, ou est-ce que tu as encore des avancées à faire dans cette création? C'est sûr, il y en aura toujours. Ce que je ressens le plus proche de ce que tu dis, c'est que il y a des moments, en tout cas il y a toujours un moment quand je crée et que la création, il y a quelque chose qui s'est passé, parce que des fois on galère aussi. Mais il y a un moment, il y a une comment dire, symbiose plutôt, qui se passe entre tout ce qui est là. C'est-à-dire que en fait, ça par rapport, le rapport à mes mains par exemple, mes mains savent des choses que moi je ne sais pas. C'est-à-dire des fois je suis derrière elles. Je les regarde et elles ont une agilité, une connaissance. Je ne sais pas si c'est des générations de femmes, d'hommes d'ailleurs, qui étaient derrière moi et qui m'ont transmis ces finesses de qualité de perception, mais des fois elles m'étonnent, quoi. Et en fait, à des moments, je crois que je rentre dans une espèce d'état méditatif où je lâche, alors parce que j'en ai beaucoup fait aussi, et parce que voilà, il y a un savoir-faire, une habitude qui est là. Mais je trouve que vraiment ça c'est intéressant quand je lâche complet et qu'il y a quelque chose qui se passe en dehors de moi, quoi. Enfin, dont je suis simplement traversée, qui me traverse. Et là, je sais que je suis en train de faire quelque chose qui connecte, qui m'intéresse, quoi, dans l'art, quoi, en fait. Cette transmission au-delà de notre propre petite personne, même si ça parle beaucoup aussi de ma propre petite personne. Ouais, c'est très beau ce que tu dis. Moi, quand j'avais regardé quelques-unes de tes vidéos, avant de voir tes œuvres en vrai, il y en a certaines où tu danses. Je pense à une vidéo où tu danses avec des... C'est mon téléphone qui fait des petits oiseaux. Tu veux aller voir? Non, on fait une pause. Oui, c'est une œuvre vidéo où tu danses avec des troncs en papier et après on te voit dans la nature avec des troncs véritables dans des feuilles mortes et tu danses dedans. Et je me suis dit qu'il y avait aussi une sorte de chamanisme, une spiritualité, une complète connexion où tu es un arbre. Alors la question que je te demande là, c'est est-ce que ça t'arrive de penser que tu es une feuille ou que tu es un arbre toi-même? Tu vois, est-ce que ça peut aller jusque-là, cette connexion, cette spiritualité avec la nature? Je me suis même dit ça. Est-ce qu'elle se sent arbre quand elle danse comme ça? Ça m'a fait penser aussi à un film qui a pour moi été un film immense, qui est La leçon de piano de Jane Campion, où il y a les autochtones, donc dans mes souvenirs c'est en Nouvelle-Calédonie je crois, où ils dansent avec les arbres et ils se frottent aux arbres et on empêche la petite fille de faire comme ses copains qui ont le même âge parce que elle est anglaise et voilà, elle n'a pas le droit. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, on dirait vraiment cette même danse complètement chamanique d'épouser la nature ou d'être la nature. Donc je te repose la question, es-tu de temps en temps une feuille ou un arbre? Est-ce que ça t'arrive, cette sensation? Oui. Je crois que je me sens aussi proche du végétal que des humains. Je me sens de parenté. C'est vraiment... le végétal, ça a toujours été un refuge pour moi comme une famille et un endroit de paix aussi. Et après, oui, j'ai cette... c'est comme une religion animiste, enfin, je veux dire, pour moi, c'est ma connexion, c'est ma première connexion avec le divin, avec le monde de l'invisible, avec des choses qui se passent. Il y a une énergie, quoi, dans la nature, et particulièrement dans les arbres,
qu'on peut percevoir. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il soigne, qu'il transmet, enfin, c'est tout simplement délicieux de pouvoir... C'est pour ça que j'habite ici à nouveau aussi, de pouvoir être si proche de cette qualité-là. Ouais. Alors on est juste au bord de l'Aude, effectivement, un jardin. Oui, voilà. Ça, l'Aude, je la rencontre, je n'ai pas encore vraiment apprivoisé. Enfin, pour l'instant, on se regarde tous les matins, j'ouvre les volets, je la regarde. Bonjour. Elle est féminine hein, pour moi. Elle est extraordinaire. Vraiment, moi, j'aime beaucoup habiter au bord de l'Aude aussi. Hein. C'est vraiment une connexion forte avec cette rivière. Ouais. Et donc ça va être la découverte, mais avec les végétaux. Et c'est marrant parce que cette œuvre-là, avec les troncs, c'est une œuvre que j'avais exposée ici dans l'Aude pour Artistes à suivre, peut-être en 2017 ou 2018 par là. 2018 sans doute. Ouais. Et je faisais chaque jour, je lisais justement le poème et je dansais dans l'œuvre avec une projection vidéo des arbres. Alors il y avait une projection de moi qui dansait dans les arbres sur... Donc j'étais pas réelle dans le film, mais les arbres étaient réels, et puis j'étais réelle sur place, mais les troncs, c'est des mues d'arbres. Donc il y avait une espèce de double mise en abîme comme ça. Mais... C'est des troncs fabriqués en papier justement, que toi-même tu as fabriqué. En fait non, oui, c'est des mues de troncs. Je suis allée vraiment, j'ai fait mes papiers, puis après je les ai moulés dans la nature sur des troncs d'arbres vivants. D'accord. Ouais. Ah oui, à un moment aussi, je me suis dit ça, les serpents, ils muent les lézards. Ouais. Et est-ce que parfois, tu n'as pas l'impression que ces œuvres sont émues? C'est-à-dire qu'une fois que tu as créé l'œuvre, c'est comme une peau que tu enlèves de toi-même, non? Oui, il y a ce rapport-là. Il y a ce rapport-là à la peau déjà, avec le papier. C'est cette sensualité-là. Et cette proximité-là aussi de sensations... Ouais, et moi j'aime bien que ça soit très fin, comme vraiment si on enlève un nuage de peau, quelque chose de très... Moi, il y a un très grand rapport au monde invisible chez moi, dû à mon histoire, qui fait que je suis... J'aime être dans cette connexion aussi, enfin, j'ai comme conscience de cette connexion de... qu'on n'est peut-être pas l'identité qu'on croit qu'on est, donc en fait à chaque fois peut-être saisir une identité de soi, mais c'est pas ça. Ouais. Il y a autre chose où c'est beau parce que c'est comme cristalliser quelque chose, mais en même temps on peut l'abandonner parce que c'est jamais là-dedans que c'est dans la forme, mais toujours à travers et s'en approcher de plus en plus. Mais je l'ai dit souvent ça, que mes œuvres c'était comme un chemin pour aller de plus en plus vers moi. Mais je crois que je suis dans un endroit maintenant où j'ai beaucoup fait ça et je crois que je redeviens un peu plus disponible pour le végétal, même si j'ai toujours essayé que la rencontre soit 50-50. Je crois que en ce moment, je sens que j'ai un peu envie de redevenir un peu plus disponible, mais de toute façon, bon, il y a toujours l'histoire personnelle qui vient jouer, mais je sens que il y a... quelque chose, et puis je sens que les arbres, la nature a besoin de délivrer des messages, de nous dire des choses. Quand je fais des stages aussi, quand je transmets, je sens les gens, ils ont vraiment cette envie, ce besoin de créer avec un matériau naturel, c'est très très fort. Et voilà, de ça, il y a vraiment... ou alors, voilà, essayer de toucher comme au Costa Rica, l'idée d'aller créer avec les végétaux et avec ces danseurs et d'ancrer les œuvres végétales sur le corps des danseurs aussi. J'ai envie de retrouver l'ancrage au sol parce que tout ce que j'ai fait était très suspendu, un peu fantomatique aussi, on peut dire, quelque part. Et retrouver l'ancrage au sol, quelque chose qui se construit plus avec, quoi. Ouais. Là, tu pars bientôt au Costa Rica, justement, pour animer un stage de... Oui, alors je vais créer d'abord, pendant un mois, chez une amie, Marie Sora, qui a fait un centre, elle appelle ça le Diamant Vert, c'est un centre d'art, tout en bambou, magnifique, au milieu de la jungle, au bord de la mer, de l'océan Pacifique. Donc elle m'invite, donc je vais aller créer chez elle pendant un mois. Ensuite je fais un stage, ça va un peu m'aider à payer les frais de tout ce voyage. Et puis je reste encore un mois et demi, donc je reste 3 mois en tout. Et j'y suis allée un mois l'an dernier, à peu près, un peu moins d'un mois. Et c'est un peu le temps que j'aime bien pour créer une œuvre, vraiment s'imprégner...
j'ai pas trop l'idée de voyager très loin comme ça, mais avec les œuvres et avec l'intuition qu'il y a quelque chose à faire, je me laisse guider quand même si ça semble absurde d'aller dans des avions très loin. Enfin, je suis plutôt écologique, donc je me suis posé des questions sur cette idée de partir en avion comme ça à l'autre bout du monde. Oui, mais c'est pas n'importe quel pays, c'est Mais un pays, le Costa Rica, où il y a une relation particulière au végétal. Ouais. C'est ça, il y a grand, un pays qui a fait le choix de aucun pesticide chimique sur tout le sol du Costa Rica. Donc c'est quand même, et je crois 25% du territoire est parc préservé en plus. Donc il y a une force de la nature dans le sens végétal-animal aussi. C'est vraiment très lié. On peut croiser des animaux sauvages assez gros. Comme on croise... Oui, attention, ma petite sœur s'est fait voler son portefeuille par un singe. Ah oui, bon, je mettrai pas mon portefeuille partout. Non, oui, il y a quelque chose de particulier. Je me suis vraiment dit, j'ai essayé de chercher au fond, et je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire en ce moment, là-bas, de particulier. Super. Peut-être on peut juste faire une pause et faire une autre vidéo dans ton atelier, comme ça, tu en fais deux. Voilà. Bon, donc on arrête cette première partie d'interview et on fera une deuxième interview dans son atelier. Donc merci à Idé, merci du fond du cœur pour ce témoignage extraordinaire. Moi, je suis très touchée aussi de ce qu'on ressent quand on voit tes œuvres, qui est confirmé par ce que tu nous dis. Je parlais d'évanescence présence, mais c'est aussi la présence de l'invisible dont tu nous as transmis. Donc merci beaucoup de ta maison dans l'Aude. Merci.